Cette vidéo s'intègre dans le thème sur l'organisme vivant qui est constitué d'un ensemble de cellules spécialisées. Nous avons déjà revu ensemble le schéma de la structure générale d'une cellule avec la membrane plasmique qui délimite la cellule, l'intérieur de la cellule qui est rempli du cytoplasme, la plupart des cellules qui possèdent un noyau, et nous avons vu qu'il y a des compartiments à l'intérieur de ce cytoplasme qu'on appelle des organites. Nous avons également étudié le fait que certains organismes étaient constitués d'une unique cellule. Ces organismes sont appelés des unicellulaires. Donc là, dans ces cas-là, la cellule en elle-même fait toutes les fonctions de l'organisme, alors que pour les organismes pluricellulaires, les différents organes vont avoir des fonctions différentes. Pour la pomme de terre, par exemple, la feuille est le lieu de la photosynthèse, alors que les tubercules sont les lieux de stockage des réserves. On s'est alors posé la question, comment est-ce qu'on peut expliquer que les organes ont des rôles différents alors qu'ils sont tous constitués de cellules qui ont la même structure de base et donc le même programme génétique. Donc on a émis l'hypothèse suivante qui est de dire que les différents organes doivent peut-être être constitués de cellules dont les organites sont différents. Si cette hypothèse est vraie, alors il y a deux conditions qui vont être requises. Il va falloir observer les cellules pour y repérer des organites différents, donc des cellules de différents organes. Et puis, il va falloir vérifier que les organites jouent bien des rôles différents. Au microscope, lorsque nous observons des cellules de tubercules de pommes de terre, on y repère, donc on voit ici la membrane plasmique de la cellule. Alors en réalité, les cellules végétales ont également une paroi, donc c'est aussi cette paroi que l'on visualise. Et puis à l'intérieur, on observe des zones qui sont colorées en bleu nuit. Donc comme ces cellules ont été traitées avec de l'eau iodée, ça veut dire que ces structures contiennent de l'amidon. Donc on a ici le lieu de stockage de l'amidon. On n'a pas fait cette observation, mais on aurait pu le faire avec des cellules de banane colorées à l'eau iodée et on observe exactement la même chose. Donc la limite de la cellule qui est ici et à l'intérieur, donc ces grains qui contiennent de l'amidon. Ces grains, on les appelle des amyloplastes. Donc les organes de réserve de la pomme de terre, donc le tubercule, a des cellules qui contiennent un organite qui s'appelle des amyloplastes. Les cellules de feuilles n'ont pas d'amyloplastes. Par contre, quand on les observe au microscope, donc on repère toujours ici la membrane plasmique, on a le cytoplasme ici qui est transparent et on a cette sorte de petites billes vertes qui sont présentes à l'intérieur des cellules de feuilles. Ces petites billes vertes sont des organites qu'on appelle les chloroplastes et c'est le lieu de la photosynthèse. Donc si on fait la synthèse de ces deux observations, on voit qu'il y a des points communs, la membrane plasmique sur les deux cellules, le noyau qu'on ne visualise pas ici mais qui est présent, le cytoplasme qui apparaît transparent ici au microscope. Donc on a bien ici l'unité de la cellule, on retrouve les éléments de base de la cellule. Par contre, il y a des éléments différents dans chacune des cellules, soit des amyloplastes pour les cellules de pommes de terre, soit des chloroplastes pour les cellules de feuilles. Donc les organites sont bien différentes en fonction des organes que l'on observe. Et c'est ça qui va permettre la spécialisation de la cellule. Regardons maintenant ces différentes structures. Donc on retrouve la feuille qui a été observée au microscope, les cellules de tubercules qui ont été observées au microscope, et lorsqu'on observe des cellules animales, les cellules de foie ici et les cellules de muscles ici, on s'aperçoit que toutes les cellules de l'organe ici sont identiques, ont les mêmes organites, on voit ici les mêmes organites, ont la même structure. Le point commun entre donc, les observations, c'est que finalement, on a des cellules identiques qui sont accolées les unes aux autres et qui forment ce que l'on appelle des tissus. Alors, ces cellules sont jointives parce qu'elles sont collées les unes aux autres grâce à des molécules qu'on appelle des matrices extracellulaires. Le bilan qui est à retenir de ce travail, c'est qu'en fait, donc, en fonction des organes, on ne va pas obtenir les mêmes tissus. On ne va pas avoir les mêmes tissus quand on observe au microscope. Par exemple, cet organe va posséder un tissu qui est appelé ici le tissu A, qui va avoir une fonction particulière. Toutes les cellules de ce tissu sont identiques, ont la même forme, ont le même fonctionnement, ont les mêmes organites et fabriquent les mêmes molécules. La matrice extracellulaire de ce tissu est particulière. Si je prends dans le même organisme un autre organe, j'aurai un autre tissu qui va être présent dans cet organe, qui aura une autre fonction.
Ce tissu, qui est appelé ici tissu B, est formé de cellules qui sont identiques entre elles, qui possèdent les mêmes organites, qui fabriquent les mêmes molécules et qui ont une matrice en commun. Mais les cellules du tissu A et les cellules du tissu B sont différentes. De même, la matrice du tissu A, la matrice du tissu B sont également différentes. Donc les cellules sont bien spécialisées et sont accolées les unes aux autres pour former un tissu chez les organismes pluricellulaires. Je suis donc capable maintenant de répondre à ces trois questions. Quelle est la structure de base d'une cellule? Quels sont les éléments qui peuvent varier entre les différentes cellules? Et enfin, comment est assurée l'adhérence entre les cellules appartenant à un même tissu? Je reviens à l'hypothèse qui avait été proposée. Donc, on avait dit que les différents organes devaient être constitués probablement de cellules dont les organites sont différents. Effectivement, quand on a observé ces cellules, on voit qu'elles sont constituées, enfin que les cellules des différents organes n'ont pas les mêmes organites. Il nous reste à vérifier maintenant que les organites ont des rôles différents. Alors pour cela, il faut qu'on comprenne le rôle des cellules. Dans les cellules va avoir lieu un certain nombre de réactions chimiques. Toutes ces réactions chimiques qui se déroulent dans une cellule, on les appelle le métabolisme. Alors, il existe différents types de métabolisme cellulaire qui vous sont détaillés dans une autre vidéo. Soit il y a des réactions qui vont permettre la synthèse, donc la fabrication de certaines molécules. Donc la cellule va être capable de fabriquer des molécules. Dans ces cas-là, les molécules sont appelées des molécules organiques, c'est-à-dire des molécules qui sont fabriquées par les êtres vivants. Ou soit la cellule va être capable d'aller se fournir en énergie, soit en captant une source d'énergie et en fabriquant des molécules énergétiques. C'est-à-dire que les sources d'énergie qu'elle va trouver dans son environnement, elle va les stocker sous forme de molécules énergétiques qui ensuite vont servir notamment pour la fabrication d'autres molécules organiques. Alors il existe un certain nombre de métabolismes cellulaires et les trois grands principaux métabolismes sont les suivants. Une cellule qui va utiliser du glucose, utiliser du dioxygène et va transformer ce glucose et ce dioxygène en énergie, va être une cellule qui va pratiquer la respiration. Cette réaction de métabolisme libère un déchet qui est le CO2. Donc premier métabolisme, la respiration. Deuxième métabolisme, c'est la fermentation. Donc la cellule ici, elle est capable d'utiliser le glucose dans son environnement pour former de l'énergie. Donc là, en fait, il n'y a pas d'oxygène, elle n'utilise pas le dioxygène. Cette fermentation va fournir de l'énergie et va produire comme déchet du CO2 et de l'éthanol ou de l'acide lactique. C'est ce qui se passe par exemple pour les levures qui vont fermenter le raisin. Elles vont utiliser le glucose du raisin et vont le transformer en CO2 qui va s'évaporer et en éthanol qui est l'alcool et donc on va avoir la formation de vin. Le troisième type de métabolisme, ce sont des cellules qui vont être capables d'utiliser la matière minérale prélevée dans le sol ou dans leur environnement, le CO2 prélevé dans l'atmosphère et de l'eau. Et en présence de lumière, elles vont être capables, à partir de ces matières minérales, de fabriquer leur matière organique. Donc ces cellules sont capables de faire de la photosynthèse et le déchet libéré est du dioxygène. Donc les réactions du métabolisme vont se voir quand on va s'intéresser au prélèvement et au rejet de la cellule dans le milieu extracellulaire. C'est-à-dire que la cellule qui est ici va prélever de la matière ou de l'énergie dans son environnement, va faire des réactions qu'on ne va pas forcément visualiser, mais par contre, on va pouvoir voir aussi les rejets qui sont faits. Donc, par exemple, que va faire une cellule qui absorbe du glucose et du dioxygène et qui rejette du CO2? Je reviens sur mes schémas précédents. Je vois que cette cellule qui prend du glucose et du dioxygène et qui rejette du CO2 est une cellule qui va respirer. Que fait une cellule qui absorbe du CO2 et qui rejette de l'O2? Si je regarde mes métabolismes précédents, une cellule qui absorbe du CO2 et qui va rejeter de l'O2 est une cellule qui va être en train de faire de la photosynthèse. Donc je peux, à partir des molécules échangées par la cellule, repérer quelle va être la réaction de la cellule. Donc ici, je vais venir vérifier maintenant que les organites ont des rôles différents. Pour cela, on va travailler avec donc des levures. Ces levures sont des organismes unicellulaires qu'on observe ici au microscope optique. Et quand on les observe au microscope électronique à transmission, qui est un microscope qui permet d'aller voir de façon plus approfondie dans les cellules, on observe que certaines levures ont ici des mitochondries. Donc là, on a le noyau, la membrane qui est autour. Donc les mitochondries, alors que d'autres levures ne possèdent pas de mitochondries.
Du coup, on va pouvoir faire une expérience. On va placer ces levures ici dans des bioréacteurs, c'est-à-dire dans des cuvettes. Alors pour ne pas qu'elles se dessèchent, on va les mettre dans de l'eau. Et on va enregistrer dans le milieu qui est présent autour, on va mettre des sondes qui vont permettre d'enregistrer la quantité de dioxygène et la quantité de CO2 qui est dans le milieu, qui entoure les levures qui sont figurées ici en noir. Donc j'ai un premier montage dans lequel je vais mettre des levures avec mitochondries et un deuxième montage dans lequel je vais mettre des levures sans mitochondries. On veut tester l'hypothèse qui est que les mitochondries réalisent la respiration. Donc dans ces cas-là, je devrais avoir dans le premier montage, comme les levures ont des mitochondries, elles devraient prélever du dioxygène et elles devraient rejeter du CO2 dans leur environnement. Donc si j'enregistre la quantité d'O2 et la quantité de CO2, je devrais voir la quantité d'O2 diminuer au fur et à mesure de mon expérience, alors que la quantité de CO2 va augmenter dans l'eau autour des levures, puisque les levures vont relâcher du CO2. Dans le deuxième montage, par contre, j'ai des levures qui n'ont pas de mitochondries. Donc elles ne vont pas prélever de dioxygène, elles ne vont pas rejeter de CO2, et dans ces cas-là, je devrais obtenir comme résultat une quantité d'O2 et une quantité de CO2 qui ne varient pas. Quels sont les résultats obtenus? Voici la concentration d'O2 et de CO2 dissous dans un milieu dans lequel baignent des levures avec mitochondries. Je vois que la quantité d'O2 dissous diminue au fur et à mesure du temps. Je vois que la quantité de CO2 dissous diminue au début de l'expérience, puis augmente après 2 minutes 50 au moment où on a injecté du glucose. Donc ici, qu'est-ce que moi je sais? Je sais qu'une cellule qui va prélever du dioxygène et qui va rejeter du CO2 va être en présence de glucose, va être une cellule qui respire. Je peux donc en déduire qu'après l'injection de glucose, les cellules levures avec mitochondries sont bien en train de respirer. Je vais comparer avec les levures sans mitochondries. Donc ici, il y a une erreur, c'est sans mitochondries. Hop. Donc ici, je remarque que l'O2 dissous et la quantité de CO2 dissous restent stables dans l'expérience. Je suis donc avec des levures qui ne vont pas faire de respiration. Donc les levures avec mitochondries respirent, les levures sans mitochondries respirent. Je peux en déduire que les mitochondries sont bien des organites qui permettent à la cellule de respirer. Autre expérience, ici, on doit démontrer que la photosynthèse a lieu dans les chloroplastes. Donc il y a une expérience qui a été réalisée avec des parties vertes de feuilles et une autre expérience, la même, avec des parties non vertes de feuilles. Donc on fait le même montage que précédemment. On va par moment laisser les feuilles à l'obscurité, par moment éclairer ces feuilles. On nous dit, dans le petit texte qui est en dessous, que les cellules qui sont blanches ne contiennent pas de chloroplastes. Donc là, j'ai des cellules avec chloroplastes et là, j'ai des cellules sans chloroplastes. Qu'est-ce que j'observe à la lumière? J'observe que la quantité d'O2, ici c'est la courbe bleue, on observe que la quantité d'O2 augmente à la lumière alors que la quantité de CO2 diminue à la lumière. Qu'est-ce que je sais pour une cellule qui va produire du dioxygène et consommer du dioxyde de carbone? Je sais que cette cellule qui consomme du dioxyde de carbone et rejette du dioxygène en présence de lumière fait de la photosynthèse. Je peux donc en déduire ici que les parties vertes des feuilles qui contiennent des chloroplastes font de la photosynthèse à la lumière, contrairement à ces mêmes cellules à l'obscurité, et contrairement aux cellules qui ne possèdent pas de chloroplastes. Les chloroplastes sont donc le lieu où va s'effectuer la photosynthèse. Qu'est-ce que je dois retenir? Qu'au sein des cellules, des milliers de transformations ont lieu. Elles sont nécessaires au fonctionnement de la cellule. Ces transformations, ça peut être des synthèses de molécules ou des dégradations de molécules pour en retirer de l'énergie. L'ensemble de ces réactions est appelé le métabolisme. Je sais également que les réactions du métabolisme se réalisent dans les organites. Respiration se fait dans les mitochondries, photosynthèse se fait dans les chloroplastes. Je sais que les cellules ont un fonctionnement spécialisé en fonction de leurs organites. C'est ce que je peux en déduire. Certaines cellules vont être qualifiées de cellules autotrophes parce que au niveau de leur métabolisme, ce sont des cellules qui vont prélever dans leur environnement seulement de la matière minérale, donc CO2, H2O, et qui, en présence d'énergie, donc souvent c'est l'énergie du soleil, vont être capables de fabriquer leur propre matière organique, donc principalement du glucose au départ, qui sera transformé ensuite en d'autres matières. Ces cellules rejettent du dioxygène et sont donc capables de faire la photosynthèse parce qu'elles possèdent des chloroplastes. Les cellules sont qualifiées alors de autotrophes
Trophe, ça veut dire manger, auto, ça veut dire soi-même. Donc en fait, elles sont capables de se nourrir seulement de matière minérale qui est présente dans l'environnement. Contrairement aux cellules qu'on appelle des cellules hétérotrophes, qui elles ne sont pas chlorophylliennes, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas de chlorophylle dans les chloroplastes, elles n'ont pas de chloroplaste, et elles doivent trouver dans leur milieu des molécules qui sont issues d'autres êtres vivants pour réaliser leur métabolisme. Elles possèdent, ces cellules, des mitochondries. Donc ces cellules, on les qualifie d'hétérotrophes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont capables de fabriquer, enfin non, elles sont capables de fabriquer leur énergie, mais à partir de matières organiques qu'elles vont prélever dans leur environnement. C'est-à-dire qu'elles vont être dépendantes de cellules autotrophes. Les cellules autotrophes vont produire de la matière organique, et elles, ces cellules-là, elles vont utiliser cette matière qui vient des autres êtres vivants, et grâce à la présence de dioxygène et de leurs mitochondries, elles vont fabriquer de l'énergie, elles vont rejeter du CO2 et elles vont donc faire de la respiration. Donc qu'est-ce que j'ai appris avec ces 2 vidéos sur le métabolisme? J'ai appris ce qu'est le métabolisme, j'ai appris aussi le rôle de quelques organites, comme par exemple les mitochondries et les chloroplastes, et j'ai essayé aussi de montrer que toutes les cellules n'ont pas le même métabolisme, puisqu'en fait elles n'ont pas les mêmes organites. Donc si je reviens au problème de départ qui était comment expliquer que les organes ont des rôles différents alors qu'ils sont constitués de cellules qui ont la même structure de base et le même programme génétique, eh bien j'en conclus bien que notre hypothèse qui était de dire que les différents organes sont constitués de cellules dont les organites sont différents est vraie, puisqu'on a observé des cellules de différents organes et qu'on a vu qu'ils n'avaient pas les mêmes organites. Et on a vu en plus ensuite que ces organites avaient des rôles différents. Donc si j'ai une cellule qui va avoir des mitochondries, la cellule va respirer. Donc les cellules de cet organe-là vont avoir un fonctionnement particulier, alors que si au contraire j'ai un organe qui contient des cellules avec des chloroplastes, comme par exemple les feuilles, ça veut dire qu'elles sont capables de faire de la photosynthèse. Donc l'organe feuille va être capable de faire de la photosynthèse.